Bonsoir tout le monde. Je déclare ouverte la séance du conseil municipal. Nous allons procéder à l'appel des membres. Je vois qu'il y a beaucoup de malades ce soir. Un peu plus fort, s'il te plaît, parce qu'on n'entend pas. Merci. Valérie, s'il te plaît. Bonsoir, messieurs, dames. Alors, monsieur Moutet-Bernard, monsieur Cabri-Gérard, madame Martedu, monsieur Domas, madame Leroy, monsieur Côté-Moine, madame Effession, monsieur Landa, madame Samazan, monsieur Richard, madame Quenet, madame Guffon, monsieur Albérigo, monsieur Dumay donne procuration à madame Effession, madame Blatchier-Graffin donne procuration à monsieur Côté-Moine, monsieur Michel, madame Gauthier, monsieur Kopp, moi-même, monsieur Delvalle donne procuration à monsieur Albérigo, monsieur Déon donne procuration à monsieur Domas, madame Synthèse donne procuration à monsieur Cabri, madame Papa donne procuration à monsieur le maire, monsieur Lupi, madame Gueng-Tatiane, madame Ferrard donne procuration à monsieur Lupi, monsieur Papazian, madame Gagliardi-Carine donne procuration à monsieur Papazian, monsieur Malfato donne procuration à monsieur Chable, madame Ambrogio, madame Legon, monsieur Chable, monsieur Basile. Merci Valérie. Nous allons procéder à la nomination d'un secrétaire de séance. Je vous propose Valérie Luciani. Y a-t-il d'autres propositions? Non. Qui est pour? Unanimité. Je vous en remercie. Je vais faire exceptionnellement pour ce conseil municipal une suspension de séance pour vous présenter nos jeunes du conseil municipal. Donc je suspends la séance. Tout le monde est d'accord? Oui, d'accord. Alors, c'est avec grande fierté que le 5 novembre dernier, j'ai reçu dans ces mêmes locaux l'ensemble du conseil municipal des jeunes en présence du corps des enseignants et de leurs parents, un moment symbolique. Avec l'équipe municipale, nous avons procédé à son installation par la cérémonie de remise des écharpes à nos 15 jeunes cuersois qui, je vous le rappelle, ont été élus le 7 octobre dernier dans leurs établissements scolaires. Ce soir, je les ai invités pour une présentation officielle à l'ensemble du conseil municipal, car ils représentent l'avenir de notre territoire et il nous appartient dès à présent de les accompagner dans cet apprentissage de la citoyenneté. Avec ce nouveau conseil, nous voulons affirmer avec force, en leur donnant la parole, la place des jeunes dans notre commune. Nos jeunes conseillers ont d'ores et déjà commencé leur travail sur différentes thématiques, le sport, la santé, la culture, le développement durable, la sécurité, pour n'en citer que quelques-unes. C'est pour moi une grande fierté de les associer dans les projets de la ville et ce soir, je compte sur votre dynamisme et votre imagination pour développer le plus largement possible la démocratie participative. Ce conseil municipal des jeunes doit devenir un véritable lieu d'apprentissage, de l'engagement individuel et collectif. Alors maintenant, j'ai assez parlé et je vais appeler nos jeunes à venir devant moi pour vous les présenter. Je vais me lever. Alors, Lina Abdelwahed. Vous pouvez l'applaudir. Hein. Emmanuel Rostouché. Tania Levieux. Chloé Jaudet.
Nolan Leroy, Iséa Régnier, Lucas Porteret, Eléa Jambel, Ryan Sali et Ilan Leduc. On les a décalés. Allez, jeune homme, venez là. Alors, maintenant, je vais leur laisser la parole et ils vont vous présenter un petit peu les projets qu'ils ont pour la ville de Cuers. Bonjour, je vais vous exposer l'ensemble des projets que nous voulons travailler cette année. Organiser un tournoi sportif pour tous. Mettre en place un ordinateur pour les malvoyants à la bibliothèque et un rayon en braille. Mettre en place une piste cyclable menant aux écoles et aux complexes sportifs. Éteindre les lumières dans les différents magasins le soir. Faire un parcours santé-nature. Faire un coin jeu de société à la médiathèque. Mettre en place un dos d'âne sur le parking de Sainte-Marthe. Mettre des appareils de sport extérieurs. Construire des tables de ping-pong en dur dans les parcs. Améliorer les repas de la cantine. Mettre en place un banc de l'amitié dans chaque école. Et alimenter la nouvelle école en énergie solaire. Eh bien, il y a du travail, les jeunes. Merci Miloud pour ton implication aussi avec les jeunes, aussi bien au conseil municipal des jeunes et les vacances sportives. Voilà. Je vais vous demander de vous lever si ça ne vous dérange pas. Comme ça, on va les mettre et on va les prendre en photo pour les prochaines communications. Donc je réouvre la séance du conseil municipal.
Nous allons passer à l'approbation du procès-verbal de la séance du 27 octobre 2022. Y a-t-il des observations? Non. Qui est pour? Unanimité, je vous en remercie. Les décisions du maire, Valérie. « 20, 22, 23, approbation de l'acte constitutif de la régie de recettes pour le service des affaires scolaires. 20, 22, 24, création de la régie de recettes groupées, affaires scolaires, école de musique, jeunesse et sport. 20, 22, 25, demande d'aide financière à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur au titre du contrat régional d'équilibre territorial deuxième génération, CREP 2, pour le projet de restructuration et de rénovation du complexe sportif Paul Roquefort. Merci. Merci Valérie. L'ordre du jour a été lu par tout le monde, je suppose, puisque vous l'avez reçu. Oui. Juste le montant qui a été demandé dans le cadre du CRED 2. Est-ce que vous l'avez? Je crois que de tête, c'est 220 000 euros. Merci. Je vous le reprécise. Logiquement, il n'y a pas de question, mais bon. Région 220 000. Allez, première délibération. Autorisation de signature d'une convention de coopération conclue avec la Maison de l'Emploi Toulon-Provence-Méditerranée relatif à l'intégration de clauses sociales visant à valoriser l'insertion des personnes éloignées de l'emploi dans les contrats de la commande publique. Madame Gauthier. Bonsoir à tous. Alors, la volonté de l'équipe municipale... Micro, s'il vous plaît. Allez-vous, Madame Gauthier. La volonté... C'est bon ? La volonté de l'équipe municipale d'intégrer dans certains contrats de la commande publique de la ville de Cuers des clauses sociales favorisant l'insertion des personnes éloignées de l'emploi, que l'intégration de cette clause est conditionnée à la signature d'une convention de coopération avec la Maison de l'Emploi Toulon-Provence-Méditerranée, l'avis de la Commission Administration Générale Ressources Humaines Communication en date du 15 novembre 2022. Alors, vu l'article 5 du Code de la commande publique impose de prendre en compte, dans la définition des besoins, des objectifs de développement durable, le terme étant entendu au sens large puisqu'il comprend 3 paliers à concilier. Le développement écologiquement soutenable, l'efficacité économique et l'équité sociale. Afin de favoriser l'insertion des personnes éloignées de l'emploi, la commune de Cuers souhaite intégrer des clauses sociales dans les marchés publics. Les publics éligibles au dispositif de la clause sociale sont les demandeurs d'emploi de longue durée, les allocataires des minima sociaux, les publics reconnus travailleurs handicapés au sens de l'article L. 5212-13 du Code du travail, orientés en milieu ordinaire et demandeurs d'emploi. Les jeunes de moins de 26 ans, diplômés ou non, sortis du système scolaire ou de l'enseignement supérieur depuis au moins 6 mois et s'engageant dans une démarche d'insertion et de recherche d'emploi. En outre, la MDE-TPM peut valider d'autres personnes rencontrant les difficultés particulières. Dans le cadre de la mise en œuvre de ces clauses sociales, la commune de Cuers entend conclure une convention de coopération avec la Maison de l'Emploi Toulon-Provence-Méditerranée, qui interviendra en tant que facilitateur. La mission de MDE-TPM est d'accompagner la commune de Cuers dans le choix des marchés éligibles au dispositif ainsi que dans l'exécution et le contrôle de l'application des dites clauses tant auprès de la commune que des entreprises. Il vous est proposé au Conseil d'approuver la conclusion d'une convention de coopération avec la MDE-TPM, d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant dûment habilité à cet effet à signer la dite convention si annexée et à prendre toute mesure d'exécution s'y rapportant. Merci. Y a-t-il des questions? Non. On va passer au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Unanimité, je vous en remercie.
Monsieur Robert Domas, adhésion à la société publique locale ID 83. Face à la complexité de l'action publique locale, à la fermeture des services publics en milieu rural, à la limitation de plus en plus accrue des ressources financières, à la faiblesse de la réponse privée en matière d'ingénierie publique et à la responsabilité croissante des élus locaux, le Conseil départemental a pris l'initiative d'apporter son soutien à ces problématiques par la création d'une société publique locale. Cette nouvelle entité créée par la loi du 19 mai 2010 prend la forme d'une société anonyme à capital exclusivement public regroupant en l'espèce des communes, des communautés de communes, des syndicats mixtes du secteur rural varois. Cette société publique locale dénommée Ingénierie départementale 83 aura pour objet de réaliser des prestations de conseil et d'assistance au profit exclusivement des collectivités locales actionnaires et sur leur territoire, notamment en ce qui concerne la préparation de tous les projets relevant de leurs compétences. Considérée comme un opérateur interne aux actionnaires, la société publique locale, Ingénierie départementale 83, n'est pas soumise au code de la commande publique pour les prestations effectuées au profit de leurs membres, sauf si elle a recours à des prestations externes. S'inscrivant dans le pragmatisme et guidée par la solidarité territoriale, la vocation concrète de cette SPL est d'apporter une réponse au plus près du terrain, adaptée aux besoins des territoires et aux problèmes très concrets rencontrés quotidiennement par les élus. La SPL, pour remplir ses missions, mettant en place des équipes pluridisciplinaires d'experts publics et privés en fonction de la nature des projets à étudier. Elle sera également un outil de ressources pour les collectivités locales actionnaires chaque fois que ces dernières auront à traiter des sujets techniques, juridiques et financiers. Cette société publique locale d'un capital de 151 200 €, 200 € l'action, pourra également être un outil opérationnel chaque fois que l'initiative privée fera défaut et chaque fois que les projets de mutualisation de moyens émergeront. Il est proposé au conseil municipal d'adhérer à la société publique locale dénommée Ingénierie départementale 83, société anonyme au capital de 151 200 €, d'acheter une action au prix unitaire de 200 €, d'approuver les statuts de la société s'y annexée, de désigner M. le maire de Cuers représentant de la commune dans les instances de la société publique locale Ingénierie départementale 83, d'autoriser M. le maire à accomplir tous les actes et formalités nécessaires à l'exécution de la présente délibération. Il est dit que les crédits nécessaires seront inscrits au chapitre 26, participation et créances rattachées à des participations du budget de la commune 2023. Je vous remercie. Y a-t-il des questions? Non. Il semble intéressant de participer à cette SPL car, comme vous le savez, on a beaucoup d'investissements à faire les années qui restent du mandat et ça permet de nous ouvrir plusieurs perspectives. Voilà. On va passer au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Merci. Monsieur Robert Michel, ou Michel Robert comme on veut, autorisation de signature de l'avenant au contrat de prévoyance collective, maintien de salaire passé avec la mutuelle nationale territoriale. Considérant que les agents de la collectivité bénéficient d'une protection sociale grâce au contrat de prévoyance collective signé avec la MNT et que celle-ci permet de garantir les pertes de traitement en cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident, ainsi que les conséquences d'une mise en invalidité. Que la commission d'administration générale, ressources humaines et communication a été consultée le 15 novembre 2022. J'expose à l'Assemblée qu'au niveau national, dans la fonction publique territoriale, il est constaté depuis plusieurs années par les assureurs et les gestionnaires du risque statutaire que les arrêts de travail pour raison de santé ont progressé. La MNT confirme cette dégradation de la situation dans une note de conjoncture et considérant que la garantie maintien de salaire est un risque nécessitant un niveau important de mutualisation, elle a décidé de revaloriser ses taux de cotisation.
Ainsi, à compter du 1er janvier 2023, le taux de cotisation du contrat de prévoyance collective maintien de salaire sera de 4,93%. Il est proposé au conseil municipal d'autoriser M. le maire à signer l'avenant au contrat de prévoyance collective maintien de salaire à effet au 1er janvier 2023 afin de procéder à la modification du taux de cotisation fixé à 4,93% et d'autoriser M. le maire à signer tout document nécessaire à la mise en œuvre de cet avenant. Merci. Y a-t-il des questions? Non. On va passer au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Merci. Je rappelle que le taux de sinistre, c'est pour la France entière, c'est pas pour la commune de Cuers. Voilà. Allez, monsieur PCM, Patrick Côté-Moine, modification du tableau des effectifs pour l'école de musique municipale. Bonsoir tout le monde. Alors, considérant qu'afin de tenir compte des dernières inscriptions effectuées dans certaines disciplines, l'horaire hebdomadaire de certains professeurs doit évoluer. Que la commission administration générale, ressources humaines et communication a été consultée le 15 novembre 2022. J'expose à l'Assemblée qu'il convient de modifier le tableau des effectifs de la façon suivante. Création de postes d'assistant d'enseignement artistique principal de 2e classe à temps non complet. Cadre d'emploi des assistants d'enseignement artistique. Catégorie B. Un poste de 4,5 heures hebdomadaires. Suppression de postes d'assistant d'enseignant artistique principal 2e classe à temps non complet. Cadre d'emploi des assistants d'enseignement artistique catégorie B au 1er janvier 2023. Un poste de 5 heures hebdomadaires. Ce poste fera l'objet d'un avenant au contrat de droit public à durée indéterminée. Il est donc proposé au conseil municipal de modifier dans les conditions susvisées le tableau des effectifs et d'autoriser M. le maire à signer l'avenant au contrat dans les conditions susmentionnées. Il est dit que les crédits nécessaires seront inscrits au chapitre 012, charges de personnel du budget communal. Merci, monsieur Côté-Moine. Je Pour vous en rappel, prie. c'est toujours la même enveloppe qui est attribuée, seulement ils se répartissent les heures de cours selon les années et selon les élèves qu'ils ont. Y a-t-il des questions? Non. On va passer au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Merci. Est-ce que je peux Monsieur, dire un petit truc, monsieur le maire? Le le 10 vote est décembre, fait, il y a un Ouais, batteur qui vient. Après, à la fin? Ouais, merci. Engagement dans le dispositif de service civique, monsieur Jean-Claude Albérigo. Oui, donc la municipalité souhaite offrir à des jeunes volontaires l'opportunité de s'engager pour leur commune dans le cadre d'un projet collectif en effectuant une mission d'intérêt général. Le dispositif de service civique répond à cet objectif. Et peut-être 2 mots sur ce qu'est le dispositif de service civique. Donc, ça nous engage à utiliser le dispositif et ça autorise le maire à signer des conventions au titre de ce dispositif. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est un contrat d'engagement qui est ouvert aux jeunes de 16 à 25 ans, plus 30 ans si ce sont des jeunes handicapés, qui dure de 6 à 12 mois, donc moyenne 8 mois, avec une durée hebdomadaire de 24 heures par semaine. Il s'agit bien d'un statut particulier. Les jeunes ne sont ni salariés ni stagiaires, ils sont collaborateurs volontaires de l'organisme d'accueil et sont régis par le Code du service national et non par le Code du travail. Donc ils exercent auprès d'associations, collectivités, organismes sans but lucratif des missions d'intérêt général, solidarité, environnement, culture, humanitaire, etc. Ils sont rémunérés à hauteur de 600,94 € net par mois, avec 489,59 € qui sont payés par l'État, l'Agence du service civique, et 111,35 € par l'organisme d'accueil, en l'occurrence ce sera la ville. L'organisme d'accueil peut recruter en direct ou passer par un organisme intermédiaire. Le choix de Cuers, c'est de travailler en partenariat avec la mission locale du Coudon, qui va nous aider pour le recrutement et qui assurera le suivi et la formation du volontaire. Il peut aussi faire une formation des tuteurs. Donc, ce qu'on propose, c'est de mettre en place au sein de la collectivité le dispositif de service civique tel qu'exposé, d'autoriser monsieur le maire à signer avec la mission locale du Coudon au GAPO la convention tripartite, donc de signer avec la mission locale, le maire et les jeunes
la convention de mise à disposition d'un volontaire, d'autoriser Monsieur le maire à signer tout document au titre de l'engagement dans le dispositif de service civique et d'autoriser Monsieur le maire à prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution de la présente délibération. Bon, je pense qu'on a déjà des pistes pour recruter des jeunes volontaires. Monsieur le maire pourra compléter. Oui, et il y a 4 candidatures et 4 candidatures de jeunes cuersois. Ça fait plaisir. Voilà. Et ça sera pour dans le cadre de la fracture numérique. Donc voilà. Y a-t-il des questions? Non. On va passer au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Je vous en remercie. Alors, création d'un emploi permanent de chef de service administration générale. Je vais vous raconter une petite histoire. Il y a des personnes qui ont muté. Hein. Il y a un certain départ dans le service. Et nous recrutons donc chef de service et parce que nous réorganisons aussi tout le service. Donc, considérant que les emplois de chaque collectivité sont créés dans l'organe délibérant de la collectivité, que suite à des départs au sein de la direction de l'administration générale et de l'achat, il convient de fixer l'effectif des emplois nécessaires au bon fonctionnement des services, de modifier le tableau des effectifs, que l'avis de la commission administration générale, ressources humaines et communication a été sollicité en date du 15 novembre 2022. J'expose à l'Assemblée que la création d'un poste permanent de chef de service administration générale est justifiée par le besoin de la collectivité dans le cadre d'une réorganisation de service. Voilà. Y a-t-il des questions? Madame Ambrogion. Oui, juste pour savoir, on aimerait bien savoir qui est cette personne. Oui, qui est cette personne et pourquoi elle part. Alors, elle est déjà partie de la collectivité et qui, je ne vous dirai pas qui est partie de la collectivité. Ah bon, c'est un secret? C'est une mutation. D'accord. Merci. Il y a la protection des données des personnes, je ne peux pas vous dire, je peux pas vous le dire. D'autres questions? On va passer au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Je vous remercie. Madame Samazan, autorisation de recrutement sur des emplois temporaires et des emplois permanents. Bonsoir à tous. Considérant qu'il appartient au conseil municipal de fixer l'effectif des emplois à temps complet et non complet nécessaires au fonctionnement des services, que l'absence de fonctionnaires stagiaires et titulaires, d'une part, et le surcroît ponctuel de travail dans certains services de la collectivité, d'autre part, nécessite de pouvoir les emplois vacants par les agents contractuels à temps complet et non complet, que l'avis de la commission administrative générale, ressources humaines et communication a été sollicité en date du 15 novembre 2022. Je rappelle à l'Assemblée que 2 délibérations du 31 mai 2012 autorisent déjà le recrutement d'agents contractuels, d'une part pour faire face à des remplacements et d'autre part pour faire face à des accroissements temporaires ou saisonniers d'activité. Suite à la parution du Code général de la fonction publique, il convient de procéder à la mise à jour du fondement juridique de ces actes. De plus, une volonté de simplification. Une seule délibération regroupera les cas de recrutement d'agents contractuels de droit public. Afin d'assurer le bon fonctionnement des services municipaux, l'autorité territoriale peut procéder au recrutement d'agents contractuels de droit public dans les cas suivants. Suremploi temporaire pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d'activité dans les conditions fixées par l'article L. 332-23-1 du CGFP pour une période de 12 mois maximum pendant une même période de 18 mois consécutifs. Pour faire face à un besoin lié à un accroissement saisonnier d'activité dans les conditions fixées par l'article L. 332-23-2 du CGFP pour une période de 6 mois maximum pendant une même période de 12 mois consécutifs. Sur emploi permanent, contrat conclu pour répondre à des besoins temporaires.
pour assurer le remplacement d'agents publics momentanément indisponibles dans les conditions fixées à l'article L. 332-13 du CGFP, pour faire face à une vacance temporaire d'emploi dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire territorial dans les conditions fixées par l'article L. 332-14. Il est proposé au Conseil municipal d'abroger la délibération N 2012-0503 du 31 mai 2012 autorisant le recrutement d'agents contractuels de remplacement et la délibération N 2012-0504 du 31 mai 2012 autorisant le recrutement d'agents contractuels pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire ou saisonnier d'activité. D'autoriser Monsieur le maire, en fonction des besoins constatés, à recruter des agents contractuels à temps complet ou à temps non complet dans les conditions visées. D'autoriser Monsieur le maire à déterminer les niveaux de recrutement et de rémunération des candidats retenus selon la nature des fonctions à exercer, leur expérience professionnelle et les profils requis. D'autoriser Monsieur le maire à signer les actes administratifs correspondants. Il est dit que les crédits nécessaires seront inscrits au chapitre 012, charges de personnel, du budget communal. Merci. Donc, ça concerne, vous l'avez tous compris, le regroupement de deux délibérations qui sont regroupées en une suite à une mise à jour des bases juridiques. Voilà. Y a-t-il des questions? Non. On va passer au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Merci. Madame Bénédicte Leroy, autorisation de signature d'une convention cadre passée avec le Centre de gestion 83 relative au dispositif de signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement et d'agissement sexiste. Bonsoir. Considérant la nécessité pour les employeurs publics de mettre en place le dispositif de signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel et d'agissement sexiste, DIS-IGN, qu'en vertu de l'article 2 du décret du 13 mars 2020, le DIS-IGN peut être confié au centre de gestion, que la commission administration générale, ressources humaines et communication a été consultée le 15 novembre 2022. J'expose à l'Assemblée que le dispositif de signalement s'articule autour de 3 procédures. Une procédure de recueil des signalements effectués par les agents s'estimant victimes ou témoins de tel acte ou agissement. Une procédure d'orientation des agents s'estimant victimes de tels actes ou agissements vers les services et professionnels compétents chargés de leur accompagnement et de leur soutien. Une procédure d'orientation des agents s'estimant victimes ou témoins de tels actes ou agissements vers les autorités compétentes pour prendre toute mesure de protection fonctionnelle appropriée et assurer le traitement des faits signalés, notamment par la réalisation d'une enquête administrative. À ce contenu de base, le CDG 83 propose la mise en œuvre de modules complémentaires pour l'animation de sessions d'information à destination des agents, pour des prestations de médiation et d'enquête administrative relevant des domaines couverts par ladite convention. La mission de gestion du dispositif DIS-IGN est incluse dans les cotisations additionnelles versées par les collectivités. Seuls les modules complémentaires feront l'objet d'une facturation après l'établissement d'un devis signé par l'autorité territoriale. Si une médiation et ou une enquête administrative sont nécessaires, le coût de ces interventions est fixé selon un coût journalier d'intervention par intervenant et en fonction de la taille et du type de collectivité. Pour une collectivité affiliée de plus de 50 agents, le coût journalier sera de 500 €. Le temps nécessaire à la réalisation de la prestation dépend de la nature de l'intervention demandée par la collectivité et fera l'objet d'un devis établi au préalable par les intervenants du CDG 83. Il est proposé au Conseil municipal d'autoriser Monsieur le maire à signer avec le Centre de gestion de la fonction publique du Var la convention pour l'année 2023 concernant la gestion du dispositif de signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement et d'agissement sexiste, dont le projet est annexé à la présente délibération. D'autoriser Monsieur le maire à signer tout document nécessaire à la mise en œuvre de cette convention.
Il est dit que les crédits nécessaires seront inscrits au chapitre 011, charges à caractère général du budget communal. Merci. Y a-t-il des questions? Non. On va passer au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Unanimité, je vous en remercie. Madame Leroy, autorisation de signature d'une convention 2023-2025 passée avec le Centre de gestion 83 régissant la fonction d'inspection en santé et sécurité au travail. Considérant que conformément à l'article 5 du décret du 10 juin 1985, l'autorité territoriale désigne, après avis du comité compétent, le ou les agents qui sont chargés d'assurer une fonction d'inspection dans le domaine de la santé et de la sécurité. Qu'une convention peut être passée avec le centre de gestion pour la mise à disposition de tels agents dans le cadre des articles L452-44, L452-47 et L812-2 du Code général de la fonction publique. Que la Commission administration générale, ressources humaines et communication a été consultée le 15 novembre 2022. J'expose à l'Assemblée que dans le respect de ces dispositions, le centre de gestion du Var propose aux collectivités territoriales et aux établissements publics d'adhérer, par convention, à son service prévention des risques professionnels. La convention correspondante a pour objet de définir les conditions administratives, techniques et financières de la fonction d'inspection en santé et sécurité au travail du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2025. Le centre de gestion du Var met à disposition un agent du service de prévention des risques professionnels en qualité d'agent chargé de la fonction d'inspection auprès de la collectivité avec plusieurs axes d'intervention. Fonction d'inspection, conseil en prévention des risques professionnels, participation au comité social territorial. Il est proposé au conseil municipal d'autoriser Monsieur le maire à signer avec le centre de gestion de la fonction publique du Var la convention 2023-2025 régissant la fonction d'inspection en santé et sécurité au travail, dont le projet est annexé à la présente délibération, d'autoriser Monsieur le maire à signer tout document nécessaire à la mise en œuvre de cette convention. Il est dit que les crédits nécessaires seront inscrits au chapitre 011, charges à caractère général du budget communal. Merci. Des questions? On va passer au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Unanimité, je vous en remercie. Autorisation de convention des concessions centenaires créées depuis le 5 janvier 1959 en concession perpétuelle. Madame Angélique Efestion. Bonsoir. Donc, considérant les évolutions législatives et le règlement du cimetière communal et dans la continuité de la mise à jour administrative du cimetière, la conservatrice a constaté que 24 concessions centenaires avaient été établies sans aucune base légale. En effet, elles ont été concédées postérieurement à la loi du 5 janvier 1959 qui a supprimé cette possibilité. Afin de régulariser la situation, nous avons décidé d'exceptionnellement les convertir en concessions perpétuelles, d'où la présente délibération. Je propose donc au conseil municipal de créer la possibilité de concéder des concessions perpétuelles de manière exceptionnelle et ponctuelle pour les 24 contrats considérés et de les convertir ces concessions centenaires illégales en concessions perpétuelles sans aucune contrepartie financière pour la commune. Merci. Y a-t-il des questions? Non. On va passer au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Merci. Angélique, présentation du règlement du cimetière. Ça va aller vite parce que je pense que tout le monde en a pris connaissance puisqu'il était joint aux délibérations. Donc en gros, on a mis à jour le règlement du cimetière au vu des différentes modifications législatives et des dernières installations des nouveaux équipements suite aux dernières délibérations du conseil municipal. Donc je vous demande d'en prendre acte. Donc voilà, on prend acte. Il y a des questions? Non? D'accord. Ajustement d'une provision pour risque contentieux. Monsieur Gérard Cabri. Nous avions voté en 2022. On entend là? Faut être prêt alors, c'est ça? Nous avions déjà voté en provision pour litige contentieux pour un montant de 2 000 €.
concernant le refus d'un permis de construire d'une maison individuelle. Nous avons travaillé donc avec les avocats en mémoire en défense et on a réajusté donc la provision. On l'a réajusté de 500 € de plus. Donc on passe à une provision de 2500 € de plus, de 2500 €. Donc il est proposé comme conseil municipal d'ajuster la provision et pour un montant de 500 €, estimé donc risque estimé à 2500 €. Voilà. Merci. Y a-t-il des questions? Attendez, je sois toujours dans le même ordre. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Unanimité? Merci. Rapporteur, M. Cabri, reprise partielle de la provision pour le compte épargne-temps. En vertu du principe comptable de prudence et de sincérité, la comité a l'obligation de constituer une provision dès la surveillance de risques réels selon les dispositions suivantes. Donc, lorsque le recouvrement des restes à recouvrer sur compte de tiers est compromis malgré les diligences faites par le comptable public, une provision est constituée. Et dès l'ouverture d'une procédure collective prévue à l'article 6 du Code de commerce, une provision est constituée pour les garanties d'emprunt, les prêts et créances, les avances aux trésoreries, participation au capital, etc. etc. Et qu'en dehors de ce cas-là, la collectivité doit constituer aussi une provision dès l'apparition de risques avérés. Que la décision de constitution, d'ajustement ou de reprise d'une provision s'effectue par une délibération du conseil municipal. La délibération 20-21-10-09 du 21 octobre 2021 approuvant l'ajustement de la provision CET semi-budgétaire pour les jours détenus au-delà du 15e par les agents bénéficiant d'un compte épargne-temps à hauteur de 14 835 € sur le budget principal afin de couvrir le risque estimé à 72 270. L'avis favorable de la commission numéro 2, Finances, Proximité, Sécurité, Famille et Loisirs, en date du 16-11, a remis en place donc les calculs et on a estimé cette année à 66 480. Il est proposé au conseil municipal d'ajuster la provision CET et de passer donc de 72 270 à 66 480. Donc on a une reprise partielle à hauteur de 5 790. Voilà. Il est dit que les crédits nécessaires sont inscrits au chapitre 78. Merci, M. Cabri. Y a-t-il des questions? Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Unanimité. Je vous remercie. M. Cabri, constitution d'une provision pour risque contentieux. Alors là, c'est pareil, c'est une attaque donc en tribunal. Constitution de provision pour risque, c'est dans le cadre d'une requête déposée en 22-00-123 a été déposée au tribunal administratif de Toulon par un tiers à l'encontre de la commune, demandant l'annulation d'un arrêté du maire portant réglementation de la circulation sur un chemin rural. Donc ce chemin rural avait été rendu piéton, plus de squad, de 4x4 et compagnie. Donc on l'a rendu piéton, cycliste et compagnie, et à un moment donné, ce chemin-là, qui se trouve plutôt du côté de la Fuchs, a été donc arrêté au niveau du maire par l'intermédiaire d'une procédure. Voilà. La circulation des véhicules à moteur est interdite sur le chemin rural situé quartier La Fuchs, entre les vallons de la Rouverade et les vallons de Font-de-Garel. Voilà. Bon, c'est suite à plusieurs discussions que nous avons eues avec les riverains, avec les personnes qui se trouvaient là-dedans et qui se trouvaient un peu, disons, vraiment embêtés par ce qui se passait avec les quads, les moteurs, les motos et compagnie. Donc à un moment donné, ce chemin-là peut être, disons, à circulation normale, c'est-à-dire style randonneur et compagnie, vélo, mais après les quads et les 4x4, etc., ça devenait très dangereux et ça posait beaucoup de litiges sur les riverains. Voilà, donc on a... En plus, comme à l'époque, ça avait été déjà, il y a très longtemps, ça avait été déjà interdit et fermé, bon, on a remis le couvert. Voilà. Question, M. Chable? Oui. Une précision de vote, en fait on va voter contre, non pas parce qu'on n'est pas contre l'idée de faire une provision quand c'est nécessaire, mais c'est juste qu'en fait si
je ne suis pas entièrement d'accord avec votre analyse. S'il y avait eu une vraie concertation, on n'en serait pas là. Je rappelle juste que du coup, l'arrêté municipal en question, il était excessif dans le sens où il interdisait la circulation des véhicules à moteur, y compris pour les ayants droit, avec tous les risques incendies, et la conséquence la plus grave selon moi, c'était que du coup, il y avait un ayant droit qui pouvait se servir de ce chemin, dont les filles prenaient le quad, descendaient le col de la Bigue, au lieu de passer par ce chemin-là. Voilà. Donc, j'avais pas suivi ce dossier. Depuis le départ. J'avais été saisi par cette personne. Je suis assez content de voir que j'ai pas exactement perdu la main en matière de rédaction de contentieux administratif. Mais je trouve que vraiment, si vous faites un nouvel arrêté, je pense que c'est déjà le cas, du coup, il faut autoriser la circulation des véhicules à moteur pour les ayants droit cette fois-ci. Et non pas juste se contenter d'une lecture trop rapide. Juste pour vous dire qu'il y a une médiation qui a été engagée. La médiation n'a pas abouti, elle a été annulée. Depuis que ce chemin est fermé, il n'y a plus aucun problème avec les riverains. Ça devenait même dangereux pour certains. À savoir que cette personne habite vraiment beaucoup plus haut et a un passage par le haut et par un autre endroit. Donc il y avait problème de sécurité aussi, mais problème de sécurité des personnes. Voilà, parce que tous les riverains commençaient à devenir très violents. Voilà. Quand vous dites qu'il n'y a pas eu de concertation, j'ai un doute là-dessus dans la mesure où on a reçu plusieurs fois les riverains, on a reçu plusieurs fois la personne qui était, disons, favorable au quad, au moteur, etc. On les a reçus, on a discuté, on est allé voir là-haut. Effectivement, ce chemin-là qui était prévu normalement pour les chevaux, pour les vélos, ou même les vélos, c'est encore très dur d'y aller là-haut. C'était un peu, sachant que la personne qui est contre là-dessus, par rapport à tous les riverains, avait quand même déjà travaillé sur ce chemin bizarrement. Il y avait eu des agrandissements, il y avait eu des casses, etc., etc. Il y avait eu des violences incroyables. Et ça, ça a détérioré l'espace naturel. Donc, à un moment donné, il faut calmer le jeu. On a discuté avec tout le monde. Il y en a qui ont pris beaucoup de temps pour en discuter. Et après, derrière, en fonction de la médiation qui n'a pas eu lieu convenablement, monsieur le maire a pris un arrêté pour donner, disons, satisfaction au plus grand nombre d'entre nous et essayer surtout de calmer le jeu. Voilà. Oui. Les conflits de voisinage, ça c'est pas moi, c'est pas vous que je vais apprendre que ça peut être parfois très violent. Non, mais vraiment moi je pense que là où c'était excessif, surtout ce que je vous dis, effectivement les quads, les motos, j'entends. Il n'y a pas de souci, on est entièrement d'accord. Moi je suis randonneur, je me promène souvent. Maintenant j'emmène mes enfants qui sont en bas âge. On est d'accord que parfois il y en a qui sont vraiment n'importe quoi. Mais là où était excessif, à mon avis, l'arrêté, c'était que si on faisait une lecture radicale, même les ayants droit qui voulaient un petit peu débarder, qui voulaient un petit peu débroussailler le terrain, si on faisait vraiment la lecture, on ne pouvait plus accéder par ce chemin-là. Et en ce sens, je pense que c'était excessif. Donc on verra la suite. Mais moi, sur le reste, je vous rejoins. Oui. Ah ouais, comme a dit M. Cabri, on l'a reçu, M. Domas l'a reçu, M. Cabri l'a reçu, je l'ai reçu. C'est pour ça qu'on était parti sur une médiation refusée. Donc à un moment donné, je prends mes responsabilités. On va passer au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Merci. Admission des créances irrecouvrables en non-valeur, créances éteintes, budget communal 2022, M. Cabri. Donc l'État a été arrêté au 4 août 2022. Reste à recouvrer 8 648,21 €. Bon, ça, c'est tous les recouvrements que n'a pas pu faire le Trésor public en fonction des relancements qu'il a fait, en fonction des huissiers, tout ça. Donc, il nous demande chaque année de collecter un certain nombre d'États. Et après, derrière, nous, on arrive à avoir... Bon, la plupart du temps, c'est surtout la fourrière, n'est-ce pas, où les gens laissent leur voiture et ils ne vont surtout pas les chercher. Et après, il y a quelques recouvrements, mais très anciens, sur
sur la cantine et sur le, comment ça s'appelle, périscolaire. Voilà. Donc d'admettre les créances communales en non-valeur pour un montant total de 8 648,21 € en créances éteintes pour un montant de 647 € dont le détail figure en annexe de la présente note. D'inscrire le budget nécessaire, voilà, au 65. Merci, M. Cabri. Merci aux services aussi qui travaillent avec les services de l'État, parce que c'est vrai que chaque fois, ça fait du travail et on ne lâche rien sur certaines créances douteuses. Voilà. Y a-t-il des questions? Non. On va passer au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Unanimité, M. Chable? Merci. Ajustement de la provision pour créance douteuse budget ville, c'est encore la même histoire. Monsieur Cabri. L'année N, 1-1, on fait des provisions, et l'année N, on fait des excusez-moi. Et l'année N, on fait des ajustements. Donc là, on a un ajustement de l'ordre de semi-budgétaire à hauteur de 1 952 € afin de couvrir le risque estimé à 11 416 € cette année. Voilà. Il est proposé au conseil municipal d'approuver l'ajustement de la provision à hauteur de 1 952 €. Merci, M. Cabri. Y a-t-il des questions? Non. On va passer au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Unanimité, je vous en remercie. Rapporteur, M. Cabri. Révision des autorisations de programme et crédit de paiement. Oui, la PCP, c'est pour cette année, il y a juste une révision sur l'ensemble des travaux relatifs de rénovation des terrains de tennis. C'est-à-dire que pour avoir une subvention, on a trouvé la façon de procéder, c'est-à-dire qu'à partir de 2023, on réajuste deux terrains de tennis, et en 2024, on finit 2 terrains de tennis, ce qui fait qu'on aura une subvention sur les 2 années. Voilà, donc c'est pour ça qu'on a revu le travaux de rénovation libellé comme suit: montant 160 000, prévu en 2022 40 000, prévu en 2023 40 000, en 24 40 000 et en 25 40 000. Et donc on refait tout en disant prévu en 2023 120 000, prévu en 2024 40 000. Voilà. Sachant que déjà cette année il y a 40 000 d'engagés. Mais ça sera payé l'année prochaine. Voilà. Merci, M. Cabri. Pour le reste, c'est ça le changement. Ça nous a permis aussi, puisqu'on fait 2 cours par 2 cours au lieu de 1 chaque année, d'un petit peu, vous me connaissez, négocier le prix. Y a-t-il des questions? On va passer au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Vous vous abstenez? Oui. Qui est contre? Qui est pour? Merci. Approbation du taux de reversement de la taxe d'aménagement de la communauté des communes Méditerranée Porte des Morts. Alors, on a délibéré à la Comcom ce mois-ci, au début du mois, l'obligation de délibérer sur le versement de la taxe d'aménagement entre la commune et le PCI. Donc, il a été décidé que cette taxe serait à un pourcentage de 1,5%. Donc, le rapporteur, donc moi-même, expose à l'Assemblée que la communauté des communes Méditerranée Porte des Morts a délibéré et voté l'instauration du taux de 1,5% pour l'année 2022. Ce taux sera appliqué sur la totalité des produits constatés au compte 10-226 taxes d'aménagement en 2022. Le rapporteur demande aux membres du conseil municipal d'approuver le taux proposé par la communauté des communes Méditerranée Porte des Morts, délibéré en conseil communautaire le 7-11-2022. Il est proposé au conseil municipal d'approuver le taux proposé pour le reversement de la taxe d'aménagement à la communauté des communes Méditerranée Porte des Morts pour l'année 2022. Et il dit que les crédits nécessaires sont inscrits au chapitre 10-226 du budget primitif 2022. Y a-t-il des questions? Non. On va passer au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Je vous en remercie. Monsieur Cabri. Décision modificative numéro 3 du budget ville
2022. Ça va là? Ah ouais? Bon, comme chaque année, on procède disons, à des réajustements en fin d'année budgétaire. Donc cette année, on réajuste en section de fonctionnement à hauteur de 18 790 et en section d'investissement à hauteur de 15 644,82. Donc pour ce qui est de section de fonctionnement, en dépenses, il reste donc un reste à réserve validée à hauteur de 59 648,70. Donc au total, donc c'est le total du chapitre 65. Au total du chapitre 66, il reste 2 867 € à valider. Ça c'est les intérêts courus non échus pour les taux variables Euribor. Voilà, le reste, dotation provision, c'est ce qu'on récupère sur les créances, les constitutions de provision ou les créances douteuses. Ça, on les a récupérées au fur et à mesure. Voilà. Ça, c'est à hauteur de dépenses à 18 790. Pour ce qui est des recettes, vous avez une reprise partielle de provision CET. Alors, j'ai oublié. La dotation et participation au niveau de subvention de spectacle drone à hauteur de 8 000 €. C'est le département qui nous l'a fourni. Vous avez donc une reprise partielle du provision CET à hauteur de 5 790 et vous avez une reprise de provision des cloches de l'église à hauteur de 5 000 €. Voilà. Ce qui fait un total de 18 790 €. Pour ce qui est de la section d'investissement, en dépenses, vous avez donc vous avez le taux de reversement en novembre. Le montant définitif des recettes de la terrasse sera connu lors du dernier P503. Donc, pour faire une estimation, c'est de l'ordre, on met 5 000 €, comme ça au moins on ne sera pas choqué. Total chapitre 10, donc 5 000 €. Ensuite, vous avez titre immobilisé, action SPL, ingénierie départementale à hauteur de 200 €. Vous avez un RESA au 21 à hauteur de 10 444,92 €. Chapitre 21, donc 10 444,82 €. Et vous avez un RESA de 40 000 au chapitre 23, ce qui nous fait donc, par rapport au tennis bien sûr, ce qui nous fait un total de dépenses de 15 644,82 €. En recettes, vous avez donc virement de la section de fonctionnement à hauteur de 47 677,70 €. Vous les taxes d'aménagement donc prévues au BP, 100 kg réalisés, 152,67 €, donc il nous reste 52 677,70 € à récupérer. Et ensuite, vous avez donc subvention d'État à hauteur de 10 644 € sur les socles numériques qu'on a mis dans les écoles, je crois, hein, c'est ça? Voilà. Et donc, vous avez au chapitre total recettes 15 644,82 € qui équilibre le chapitre d'investissement et donc son fondement est aussi équilibré. Voilà. Merci M. Cabri. Tout le monde a suivi, je vois. Y a-t-il des questions? Non. On va passer au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Je vous en remercie. Monsieur Cabri, autorisation d'engagement, de liquidation et de mandatement des dépenses d'investissement à hauteur d'un quart des crédits ouverts en 2022 pour le budget principal. Alors, comme chaque année, le premier trimestre, en attente donc, du vote du budget primitif, si on a besoin d'investissement, on se doit donc d'avoir des crédits. Et pour avoir des crédits, la loi nous autorise à prendre à hauteur de 25% de l'année précédente la possibilité de faire des crédits pour l'année suivante. Donc cette année, nous avions mis à 9 396 080,37 en crédit d'investissement pour l'année 2022. Donc si on prend les 25% de cette particularité-là, nous sommes à 2 349 020,09. Ce sera la possibilité de crédit que l'on aura entre le 1er janvier et le vote du budget primitif. Voilà, en attendant bien sûr qu'il y ait le vote du budget primitif. Voilà, donc on demande, après vous avez toutes les... Bon, je ne vais pas
c'est bon. Hein. Voilà, c'est chaque chapitre, bon. Mais on arrive au total de 2 342 000 €. Quoi, voilà. C'est la même histoire chaque année, quoi. Immobilisation corporelle, subvention d'équipement, chapitre 20, 204, 21, 23 et 45, 81. Voilà. Donc vous les avez tous au tableau, il n'y a pas de souci particulier. Merci. Y a-t-il des questions? Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Je vous en remercie. Ça te rappelle quelque chose, hein, Robert? Monsieur Gérard Cabri, pardon. Autorisation d'engagement, de liquidation et de mandatement des dépenses d'investissement à hauteur d'un quart des crédits ouverts en 2022 pour le budget de le service de l'eau. Ce qu'il y a pour le budget ville, il y a la même chose ce qu'il y a pour le budget ville, il y a la même chose pour le budget de l'eau. Donc les crédits potentiels étaient à 1 372 760, 670,82. Donc si on prend 25%, nous en sommes à 343 167,70. Potentialité que nous aurons lors du premier trimestre de l'année 2023. Voilà. Et on les vote et comme ça on aura cette potentialité. Merci Monsieur Cabri. Y a-t-il des questions? On va passer au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Merci. Monsieur Cabri, autorisation d'engagement, de liquidation et de mandatement des dépenses d'investissement à hauteur d'un quart des crédits ouverts en 2022 pour le budget du service de l'assainissement. Alors, pour le budget de l'assainissement, c'est la même chose. Donc, les crédits ouverts étaient en 2022 de 668 859,64, 25%, ce qui nous donne potentialité pour le premier trimestre de l'année en cours, enfin, avant le vote du budget, hein, 167 214,91. Voilà. Merci. Madame Artédu, une question, non? Y a-t-il des questions? Non, on va passer au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Merci. Monsieur Cabri, ajustement de la provision pour créance douteuse, budget assainissement. Eh ben, les créances que nous avons sur l'eau, ben, c'est les mêmes que sur ce que nous avons sur le budget ville. Là, au niveau de la créance, nous sommes à hauteur d'une demande pour couvrir le risque à hauteur de 935 €. Voilà, donc, voilà. Merci. On avait mis en 2021 609 € et là, on a besoin encore de 326 € pour arriver à 935 €. Voilà, vous avez tout, hein. Donc voilà, on vous demande d'approuver ces 326 € de plus. Voilà. Y a-t-il des questions? Non. On va passer au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Vous voulez mes lunettes, Madame Samazan? Autorisation de signature d'une convention de financement passée avec la Mutuelle sociale agricole Provence-Azur. Madame Léa Samazan. Considérant que la volonté de la ville est de développer des actions destinées aux enfants, à la jeunesse ou à la parentalité, en direction des enfants fréquentant les structures éducatives de la ville, la proposition de convention de la MSA Provence-Azur afin d'apporter un soutien technique et financier aux projets développés sur des territoires prioritaires sous réserve d'une enveloppe financière disponible, que la Commission des finances, proximité, sécurité, famille et loisirs a été consultée en date du 16 novembre 2022. J'expose à l'Assemblée que dans le cadre de sa politique enfance, jeunesse, parentalité, la mutualité sociale agricole souhaite accompagner la transition financière entre les prestations enfance-jeunesse versées depuis de nombreuses années à la collectivité dans le cadre du contrat enfance-jeunesse avec sa nouvelle offre Grandir en milieu rural. Dans le cadre de son offre Grandir en milieu rural, la ville devra désormais informer la MSA Provence-Azur des projets développés sur 5 thématiques. Accueil du jeune enfant, les loisirs, vacances, la parentalité, le numérique et la mobilité.
La MSA Provence Azur pourra apporter un soutien technique et financier aux projets développés sur des territoires prioritaires sous réserve d'une enveloppe financière disponible. Au vu du partenariat entre la MSA et la collectivité depuis de nombreuses années, dans le cadre du contrat enfant-jeunesse, la MSA souhaite accompagner la transition financière en versant une aide financière de 10 000 € à la collectivité. Il est proposé au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire à signer la convention de partenariat avec la MSA Provence Azur, offre territoriale enfance-jeunesse MSA Transition entre contrat enfance-jeunesse et offre grandir en milieu rural. Si annexé. Merci. Y a-t-il des questions? Non. On va passer au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Unanimité. Je vous en remercie. Encore une subvention qu'on est allé chercher. Recensement de la population, Monsieur Domas. Le micro. Merci beaucoup. L'enquête annuelle de recensement se déroulera du 19 janvier 2023 au 25 février 2023 pour les communes dont la population est supérieure à 10 000 habitants. Les chiffres de la population cuersoise légale au 1er janvier 2019 en vigueur à compter du 1er janvier 2022, projection sur 5 années de rotation, sont population municipale 11 962, population comptée à part 139, population totale 12 101. Pour faire face à la collecte annuelle, la collecte annuelle porte sur un échantillon d'adresses tirées au hasard et représentant environ 8% de la population, extraite de la base de sondage d'adresses constituée à partir du répertoire d'immeubles localisés, le RIL. L'enquête réside sur un partenariat étroit entre la commune et l'INSEE. Elle prendra en charge sa préparation, la réalisation de la collecte des informations, du recensement dans le strict respect du protocole sanitaire en vigueur. Sa mise en place nécessite des moyens humains, 3 agents recenseurs, un coordonnateur communal et un coordonnateur communal adjoint seront mobilisés pour la réalisation. À ce titre, les agents recenseurs utiliseront leur véhicule personnel pour les déplacements. L'action des agents recenseurs fera l'objet d'un contrôle régulier au regard des objectifs chiffrés fixés par l'INSEE, qui pourra conduire, le cas échéant, au remplacement de l'agent ne remplissant pas les 10 objectifs. Concernant les modalités de la rémunération, les agents recenseurs recrutés en tant que vacataires dans ce cadre, il est prévu une dotation forfaitaire versée par l'INSEE en 2023, représentant la participation financière de l'État aux travaux engagés par la commune pour la préparation et la réalisation de l'enquête de recensement, et cette participation s'élève à 2 234 €. Il est proposé au conseil municipal, de mettre en œuvre la préparation et la réalisation de l'enquête de recensement qui aura lieu du 19 janvier 2023 au 25 février 2023, de créer 3 postes d'agents recenseurs et de procéder à leur recrutement en tant que vacataires. Ces derniers seront encadrés par un coordonnateur communal, de fixer la rémunération des agents recenseurs chargés d'assurer les opérations de collecte dans le cadre du recensement 2023 comme suit. Bulletin individuel rempli, 1,45 €. Feuille de logement remplie, 0,90 €. Séance de formation, 50 € total pour les 2 demi-journées. Prime de bon achèvement de travaux, 250 €. Cette prime sera versée à chaque agent recenseur justifiant du bon achèvement des travaux de recensement qui lui ont été confiés. Rémunération compensatrice pour secteur très étendu, 120 €. Il sera versé à chacun des agents recenseurs qui assureront le recensement des districts présentant des difficultés particulières d'éloignement, de superficie et de dispersion de l'habitat, une rémunération supplémentaire nette compensatrice.
d'autoriser Monsieur le maire à prendre toute disposition et à signer tout acte ou tout document tendant à rendre effective cette délibération. Il est dit que les dépenses résultant du paiement de ces indemnités seront imputées sur les différents articles et chapitres du service auquel se rattache l'opération concernée. Pour info, le montant de la dotation 2022 était égal à 2113 €. Dotation prévisionnelle 2023, 2234 €, soit 121 € de plus. Les agents recenseurs ont une modification de la rémunération des agents recenseurs de bulletin individuel plus 0,30 centimes par rapport à l'année précédente. Feuille de logement, pareil. Rémunération compensatrice, plus 20 € par rapport à l'année précédente, soit 400 € de plus que l'année précédente. Je vous remercie. Merci pour ce résumé, Monsieur Domas. Ouais. Voilà. Y a-t-il des questions? Non? Allez. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Unanimité, je vous remercie. Monsieur Domas, je ne sais pas si je vous la laisse, la dernière. Autorisation de dépôt d'une autorisation de travaux pour l'installation du groupe scolaire Jean Jaurès 1 et 2 au complexe sportif Paul Roquefort. Tu as fait ma soirée, Robert. Donc je suppose que cette délibération, tout le monde l'a lue. Je vous propose donc d'autoriser Monsieur le maire à déposer une autorisation de travaux relative à l'instruction des volets accessibilité et sécurité sur la parcelle cadastrée AT 369. Allez, je vais la faire un peu plus longue alors. Voilà. Donc, comme vous le savez, il va y avoir la restructuration du groupe Jean Jaurès 1 et du groupe Jean Jaurès 2 en même temps en juin 2023. Et donc l'école va être délocalisée au stade, au complexe sportif Paul Roquefort. Vous avez les plans ici. Voilà, donc juste entre le gymnase et la pelouse. Voilà, sur le plateau sportif actuellement. Des questions? Monsieur Chable. Oui, alors j'étais plutôt satisfait de la commission municipale présentant le projet. Mais après y être allé, nous on votera, on votera contre parce qu'en fait vraiment j'ai un doute, je vois pas comment ça peut passer. Voilà, donc du coup dans le doute on préfère voter contre parce que je trouve que ça c'est pas réaliste tout simplement. Et pourtant ça sera la réalité. Hein. Voilà. On va passer au vote. Qui s'abstient? Ah oui, bien sûr. Non, là, ouais, tout à fait. Comme le fait remarquer Gérard, il y a architecte, il y a l'AMO, il y a tout le monde. Là, aujourd'hui, il y a nos services techniques et certains élus qui sont allés voir certaines écoles en cours de restauration, comme la nôtre sur la commune de La Valette. Ils ont un équipement sur la place devant la mairie qui est identique à celui-là et ça fonctionne très bien. Voilà, on va passer au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Je vous en remercie. Allez. Alors, on va passer, comme M. Pierre-Laurent Chable, qui a tout à fait le droit, nous a demandé lors du conseil municipal précédent de bien vouloir organiser un débat de politique générale tel qu'il est prévu dans le règlement intérieur du conseil municipal. Donc nous allons passer sur ce débat et après je vous ferai une communication de fin de séance. Voilà. Donc l'organisation du débat sera la suivante. Le maire va faire un bilan synthétique des grands axes de politique publique de la municipalité. Puis, à l'issue, chaque groupe politique disposera de 20 minutes d'intervention environ pour réagir, pour expliquer sa vision.
je me donne la possibilité de reprendre la main pour donner quelques explications selon les propos qui sont tenus. Je me dois de rappeler l'impérieuse nécessité de la bonne tenue des débats et je n'hésiterai pas à interrompre tout conseiller ne respectant pas les règles fixées ou coupant un orateur quel qu'il soit. Le débat organisé l'année dernière m'avait permis de rappeler la situation très dégradée que nous avions trouvée à notre arrivée en juillet 2020 et saluer l'effort énorme de réorganisation et de restructuration que les services municipaux ont accompli depuis lors. Je n'y reviendrai donc pas. Comme vous le savez, je suis un maire qui n'avait jamais fait de politique jusqu'à son élection. En conséquence, j'en ai et j'espère, j'en garde un œil neuf et des pratiques sinon atypiques, du moins fidèles à mes convictions. Ainsi, il est important pour moi de rappeler qu'à mes yeux, la première règle d'or quand on est maire, c'est de respecter ses engagements. C'est pourquoi je ne peux pas concevoir de discuter de politique générale sans faire d'abord et avant tout un point précis sur l'état d'avancement de ce que nous avons annoncé et promis. Un maire, c'est d'abord quelqu'un qui s'engage et qui respecte ses engagements. Le total de nos engagements dans les 2 brochures diffusées lors de la campagne électorale était de 75 engagements. À la fin novembre 2022, soit un peu plus de 2 ans après, 86% du programme est lancé. 29 engagements ont été réalisés, soit 75, soit 40%. 36 sont en cours, 86% du programme en cours ou terminé. C'est considérable et ce n'est pas tout. Et ce n'est pas tout, car dans la même période, nous avons réalisé 78 initiatives de services publics non prévues initialement. Cela peut se traduire en politique publique de la manière suivante. En matière de sécurité, 6 engagements terminés et 1 en cours sur les 7, auxquels il faut ajouter 15 initiatives prises. Davantage de caméras, meilleure gestion du stationnement, baisse des nuisances des commerces, présence accrue de l'APM. Toutes ces initiatives contribuent à la qualité de vie de nos habitants. En matière d'éducation, enfance et petite enfance, nos 2 engagements sont en cours de réalisation avec la remise à niveau de l'école Bramery, de Marcel Pagnol et de Jean Jaurès évidemment. Leur remise à niveau sera terminée bien avant la fin du mandat. À noter qu'un certain nombre d'initiatives ont été prises, 7 à ce jour, dont la numérisation des écoles et un bien meilleur encadrement des enfants restant en temps périscolaire. De plus, pendant 1 an, la ville a pris en charge l'augmentation du prix de la cantine afin de ne pas impacter le budget des familles. Enfin, de nombreuses initiatives municipales viennent s'ajouter hors période scolaire, comme par exemple les vacances sportives, qui accueillent 12 enfants pendant les congés scolaires, en plus des centres aérés. En matière d'aménagement du territoire, nos 2 grosses opérations ont été lancées, que ce soit la modification du PLU, bientôt clôturée, ou l'OPAH. À noter, parmi nos initiatives, la création de la zone agricole protégée et l'entrée de ville sud où l'activité tertiaire créatrice d'emplois et de services est soutenue et privilégiée. En matière de propreté, tout le monde s'accorde sur la nette amélioration en ce domaine, fruit des efforts conjugués des services municipaux et d'un meilleur suivi des entreprises. La mairie est très volontariste sur ce sujet aussi. Pour preuve, la campagne en cours concernant les poubelles et les déjections canines. Par ailleurs, l'obtention de la 2e fleur au concours de villes et villages fleuris en est une belle reconnaissance. En matière de services publics, nous intervenons sur tous les aspects de la vie de notre cité, en cherchant aussi bien à soutenir et développer la vie associative, le marché, la vie culturelle, la jeunesse comme les sports. Et nous cherchons à soutenir les Quersois dans leur quotidien
comme toutes les améliorations apportées dans notre gestion du funéraire ou dans celle des encaissements de nos services payants. Je vous rappelle la création d'une régie centralisée, par exemple. Ce ne sont pas moins de 23 engagements électoraux dans ce domaine, pour 8 réalisés et 10 en cours, dont plusieurs seront terminés début de l'année 2023. À noter, et non des moindres, nous nous sommes engagés dans une démarche qualité afin de toujours mieux servir les Cuersois. Ainsi, les services à la population, l'urbanisme et la bibliothèque donnent systématiquement une possibilité d'évaluer l'usager. D'évaluation. Au 30 octobre, 300 avis nous ont été rendus pour l'ensemble avec un taux de satisfaction moyen de 94%. Après la création d'Allo Mairie, nous créerons également un accueil unique à l'hôtel de ville début janvier qui aura un niveau de service supérieur et plus adapté aux besoins des Cuersois. En matière de social, tout le programme est lancé avec de belles réussites comme la Maison des Seniors, ouverte depuis le mois d'octobre. Notre effort pour ces prochains mois se focalise sur l'adaptation en cours du CCAS aux vrais besoins des Cuersois et un meilleur travail en réseau avec les autres acteurs du territoire, dont notamment les assistantes sociales du CD 83. À noter, l'urgence énergétique nous a fait prendre un certain nombre de dispositions en faveur des Cuersois, soit en situation de précarité, soit en demande de conseil. En matière de finances, je vous le rappelle, pas d'augmentation d'impôts malgré un programme d'investissement très conséquent, pas de recours à l'emprunt pour l'instant non plus, même si c'est une hypothèse de travail. Enfin, la certification des comptes qui nous a été attribuée sous l'autorité de la Cour des comptes est là encore une marque de reconnaissance du sérieux de notre gestion. Je voudrais insister sur nos chantiers structurants, ceux qui transforment notre quotidien et qui ont été lancés. Ils sont nombreux avec par exemple la rénovation du groupe scolaire Jean Jaurès ainsi que la cuisine centrale, la rénovation du complexe sportif Paul Roquefort, la création du skatepark, la rénovation de l'Oustau Pertutti, la sécurisation du centre-ville et la remise à niveau des voiries. Voici, vu rapidement, une synthèse de nos engagements. Notre politique générale peut se résumer ainsi. Elle se base sur l'ambition du bien vivre sa ville à Cuers. Pour cela, nos actions s'articulent autour de 4 identités de la ville. Cuers, ville, famille et intergénérationnelle. Cuers, ville festive et récréative. Cuers, ville attractive. Cuers, ville, territoire durable. Nous aurons l'occasion de développer et de préciser nombre de points lors du débat d'orientation budgétaire. Toutefois, il me paraît important de nous attarder sur un dernier point, notre responsabilité sur l'avenir de nos enfants et petits-enfants. C'est la raison pour laquelle nous déployons beaucoup d'efforts pour faire de Cuers un territoire durable. Nous avons ainsi lancé plusieurs démarches. La gestion de l'énergie et plus particulièrement notre dispositif pour consommer mieux et moins, avec le marché de performance énergétique, l'énergie renouvelable, les véhicules électriques, la lutte anti-gaspi, chauffage et éclairage. La gestion des ressources naturelles et plus particulièrement la gestion de l'eau avec notre dispositif ville économe. Chasse aux fuites, 3e puits de forage, utilisation de l'eau à la sortie de la station d'épuration. Notre dispositif de ville basse température l'été, qui a pris une dimension nationale et suscité l'intérêt du ministère de la Transition écologique. Le développement des mobilités douces, voies cyclables sur les grands axes. Et 2 sont sous maîtrise d'ouvrage de l'Interco, le plan alimentaire, la gestion du tri et
des déchets sur un nouveau marché. Voici en quelques minutes un panorama de nos politiques publiques pour Cuers. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je laisse la parole à M. Chable. Non? C'est vous qui avez demandé le débat, M. Chable, donc je vous laisse la primeur. Bon, ce sera plutôt pas mal, comme ça, ça calmera les esprits. Bon, merci Monsieur le maire. Alors je prends bonne note de toutes ces informations que vous nous avez communiquées. J'aimerais savoir s'il est possible de recevoir une copie par mail de document qui a été présenté, avant toute chose. Bon, voilà, donc merci pour toutes ces choses. Et même si, honnêtement, pour un grand nombre, ça sent un peu le déjà-vu. Alors je sais que ce conseil a été long et dense. Je sais que certains, ça ne fait pas forcément plaisir de jouer les prolongations. Mais oui, il est même presque dommage que ce débat ait lieu, mais il n'est qu'un symptôme. Et si nous en sommes aujourd'hui à convoquer un débat de politique générale, c'est qu'en fait il est impossible ici de discuter de manière diverse et interactive sur la vie communale lors des conseils municipaux. Parce que depuis le début, vous fixez arbitrairement ce qui dépend du sujet de la délibération ou non, et il est impossible d'aborder le moindre sujet connexe, lié pourtant à la délibération la plupart du temps et qui a un impact direct dessus. Moi, c'est le premier échec de la politique municipale, c'est que le conseil n'est plus un espace de dialogue. Vous l'avez éloigné de ce rôle. Alors, je connais l'argument favori, venez en commission, on parle de tout. Mais oui, la différence, c'est que la commission, elle est à huis clos. Et le conseil, lui, il est public. Et les habitants, moi, je pense qu'ils ont le droit d'avoir accès à ce qui se dit dans l'assemblée gérant les affaires de la commune. Et la fébrilité, et là, aujourd'hui, je tiens vraiment à en parler, la fébrilité, elle se ressent même jusqu'à l'aménagement de cette salle. En fait, il y a 1831 communes en France de 5 000 à 30 000 habitants. Et franchement, je pense que nous sommes l'une des seules à siéger ainsi. Et demander à n'importe qui comment est disposé un conseil municipal, et cela correspondra à ce qui est fait dans l'usage. Un cercle, un rectangle, un hémicycle pour les plus grosses communes, ou un rectangle à 2 rangs dans les très grosses communes. Voilà, mais certainement pas tout le monde à 2 mètres l'un de l'autre, dans d'immenses rangées de tables, espacées, tous en face du maire et du premier adjoint. Moi, quand je commence ce conseil, j'ai presque l'impression d'entendre aller en rang 2 par 2. D'ailleurs, je ne sais même pas si on a informé le préfet du changement définitif de la salle. Et là, ce qui me chagrine, c'est qu'on ne voit aucun symbole, quel qu'il soit, qui puisse faire comprendre que nous sommes un conseil municipal. Une personne lambda rentre, et difficile pour elle de dire si c'est une assemblée générale, une réunion d'information ou un conseil. Rien, pas de drapeau, pas même le buste de Marianne, pas de portrait. Donc plus fort que les médicaments génériques, vous avez institué le conseil municipal générique, avec le même effet qu'un conseil municipal, mais dans un packaging neutre et totalement différent. Et le paradoxe pour moi, c'est que cette parole que vous ne voulez pas dans le conseil municipal, vous prétendez la susciter à l'extérieur. Et les faits là, ils sont têtus. Pour moi, c'est un échec. Alors je comprends le doux confort procuré par le contrôle qu'on exerce sur les commissions extramunicipales, cela rassure. Mais l'argument de la co-construction, il n'est qu'une façade. La vérité, c'est que l'entre-soi domine, la mobilisation citoyenne, elle n'est qu'un trompe-l'œil. 2 exemples. Le lancement de l'expérimentation Cuers 2050. Donc Cuers, ça fait partie. Les membres de la commission extramunicipale liée à cette expérimentation ont été prévenus du lancement seulement quelques heures avant par mail, et il n'y avait littéralement que des élus et 3 habitants. Et les ateliers de travail, ils sont très sympathiques intellectuellement, mais ils sont très stimulants, mais ils se jouent entre des élus, les agents de la région et les membres du cabinet de conseil. Il y a aussi cette fameuse réunion publique sur le sens de circulation. Tout était déjà décidé, il y avait 6 scénarios possibles, mais non, on n'en connaîtra jamais qu'un seul, puisqu'aucun autre n'a été communiqué. Alors pour moi, vous n'avez pas su trouver ni le bon format, ni les bons outils pour susciter l'adhésion. Et moi, je pense que pire, vous faites parfois l'inverse, vous suscitez l'exclusion. Alors, parce que quand pour des réorganisations de services, ça c'est un mot qu'on entend depuis 2 ans, ça commence vraiment à durer, quand vous avez décidé de réorganiser l'accueil du CCAS, par exemple, vous avez fait fort. Hein. Bravo. Moi, j'ai même envie de dire qu'avec vous, la fin du film, les 12 travaux d'Astérix, elle aurait été différente. Parce que plutôt que de se rendre dans le fameux bâtiment administratif pour obtenir le fameux laissez-passer A38, il aurait suffi à Jules César d'imposer au célèbre Gaulois de prendre rendez-vous au CCAS de Cuers sans avoir d'accès Internet chez lui. Parce que le problème, le CCAS propose un accès Internet, évidemment. Mais pour y entrer, aujourd'hui, il faut prendre rendez-vous. Comment on prend rendez-vous ? Eh bien, sur Internet. Oui. Donc, monsieur Astérix, en fait, il vous faut prendre rendez-vous sur Internet pour pouvoir rentrer dans le CCAS, pour pouvoir accéder à Internet qui vous permettra de prendre rendez-vous avec le CCAS. Bon, fort heureusement, la réalité est moins cruelle parce que, heureusement, les agents de l'accueil ont été au top et ont permis vraiment de dénouer
bien des situations. Mais cet exemple, c'est la démonstration que quelque part, vous êtes hors sol. Et parfois, vous faites l'inverse. Parfois, c'est silence radio, hein, comme le Fast and Migrant Hotel. 4 mois pour évoquer publiquement le sujet. 4 mois. Hein. Et après, on ose dire, on ne vous a pas attendu pour agir. Ce que vous ne voulez pas comprendre, c'est que les habitants, ils peuvent entendre la difficulté d'agir. Ils peuvent entendre les difficultés qu'on a en tant que maire. Mais ce qu'ils ne pardonnent pas, eh bien, c'est la dissimulation. Et pour moi, une autre manière de faire était possible. Moi, je vous cite un autre exemple. La ville de Fréjus, en 2021. 35 migrants mineurs par la même association. Bon, mineurs, ça se déclarant comme tel, j'adore voir des mineurs déclarés comme tels, interviewés avec le même début de calvitie que moi. Vraiment, j'adore. Donc communication, donc qu'a fait le maire? Communication immédiate auprès de la population. Présence renforcée des policiers municipaux. Et suite à des troubles, fermeture administrative de l'établissement et réflexion autour d'un couvre-feu localisé pour les mineurs autour de cet établissement. Eh bien, quand même ça a été contesté par le préfet, quand même ça a été attaqué. Ce que les gens ils attendent avant tout, ils attendent une volonté politique et de la transparence. Et bien pour moi, sur cette histoire du Fast Migrant Hotel, vous n'avez eu ni l'une ni l'autre. Alors à part cette histoire d'immeuble dont la finalité a finalement changé, mais tout le monde savait que ça allait devenir un nouveau foyer, et après un entretien en mairie, finalement non. Mais en fait, il ne faut pas faire passer pour extraordinaire une mesure de bon sens que vous auriez dû accomplir depuis longtemps. Voilà. Il a fallu que la pression bouge, si je puis dire. Quand le tigre est dans la rizière, le zébu se remet à courir, comme on dit. Un maire ne peut pas tout, ça les gens le savent, mais ils s'attendent au moins à ce qu'il joue son rôle. Et pour conclure, pour moi, tout cela n'est que le préambule, parce que moi, l'échec, aujourd'hui, de cette politique générale que vous menez, l'échec le plus patent, c'est le positionnement de QERS, à la fois dans l'intercommunalité, mais aussi dans l'ensemble des autres collectivités. Vous avez mis notre commune dans une ornière. Au sein de l'interco, vous n'avez pas fait valoir les intérêts de notre commune. Vous vous êtes même prêté au grand numéro de François de Canson, qui, après son échec cuisant au département, n'assume pas et préfère de manière éhontée, usée jusqu'à l'accord de subterfuge juridique, pour ne pas perdre son poste de maire ou de conseiller régional, il le dit lui-même, à cause des subventions de la région. Alors ça, il faut dire que la tétine du conseil régional lui a plutôt souri. En 2022, Frat et Crête, qu'on appelle maintenant le dispositif Nos communes d'abord, facile à retenir, c'est le même dispositif, le même micro-parti qu'a lancé Renaud Muselier en région. C'est la même chose, donc c'est plus facile. Donc pour 2022, Fret et Crête confondus, c'est 2,7 millions d'euros. Juste, il faudra nous rappeler lors du débat d'orientation budgétaire combien la mairie de Cuers a touché. Alors, Monsieur Moutier, quand les élus de la majorité régionale adhèrent au mouvement de Renaud Muselier, Nos communes d'abord, en fait, il faut le lire dans le sens littéral. C'est-à-dire que c'est ceux qui sont dans l'hémicycle régional. Ce n'est pas ceux qui sont en dehors de l'hémicycle, Nos communes d'abord. Et moi, vraiment, vous vous êtes prêté au jeu de l'humiliation sublime qui a consisté à mettre à la tête de l'intercommunalité une adjointe de Lalonde. Non, mais Monsieur Martinini, ce n'était pas suffisant. Non. Enfin, ce n'était pas assez proche, pas assez voyant que le patron, que celui qui tient les cordons de la bourse, c'est François de Canson. Alors moi, je vais vous donner un conseil. Arrêtez de suivre les représentants de ce cartel électoral. Vous savez, ceux qui passent leur temps à se lamenter du désintérêt des citoyens pour la politique, mais quand les méthodes qu'ils utilisent, justement, contribuent à ce rejet général de la politique. En fait, j'aurais la délicatesse d'épargner nos conseillers départementaux. Je pense qu'ils ont dû envoyer un mail ou deux au conseil départemental demandant ce qui se passe sur QERS. Mais bon, ça c'est pas... Voilà. Mais pourtant, vous aviez le bon angle. Et franchement, vous aviez le bon angle. Une liste apolitique dans l'intérêt de QERS. Et paf, je soutiens Muselier, je soutiens Bonus, je soutiens mes amis, et je soutiens la candidate de Macron aux législatives. Et moi, ce que vous ne voulez pas comprendre, c'est que vous vous êtes mis dans l'ornière, vraiment, dans le sillage de ceux ayant cédé aux sirènes du macronisme, ceux prêts à tous les arrangements politiques pour rester aux commandes. Et dans le Var, c'est une génération bien particulière. Parce que quand la main de Thémis, donc la justice, frappe à Sanary, et au département, et peut-être bientôt à Toulon, c'est la fragmentation, l'explosion de l'écosystème politique issu des bébés Arex qui se joue. Et ça, vous vous êtes mis dans ce sillage. Vous n'aviez rien à gagner à vous mettre dedans. Alors aujourd'hui, la vraie question, c'est depuis hier. Qu'est-ce que vous allez faire? Parce que Renaud Muselier a officiellement rejoint le parti d'Emmanuel Macron. Moi, vraiment, je vais vous poser une question. Que ferez-vous? Moi, je vais vous le dire. Pour nous, c'est simple. Vous avez souhaité faire partie de l'aventure politique régionale de Renaud Muselier et de François de Canson. Donc pour moi, vous êtes donc aujourd'hui officiellement une vraie majorité macroniste. Au moins, les choses sont claires. Il vous reste 2 minutes, Monsieur Chable. Vous m'avez dit 20 minutes, j'en suis à 9,50. Pardon, oui, on a 2 minutes, je croyais. Vous êtes à 10 minutes, pardon, excusez-moi. Je vous présente, mais voilà, on avait dit qu'on intervenait à 2. Voilà, donc je laisse ma collègue prendre la parole.
Bonsoir à tous. Monsieur Moutet et votre équipe, vous vous félicitez du travail que vous avez effectué. Mais les QRSois pensent différemment. Monsieur Moutet, je souhaitais vous interpeller sur le nouveau plan de circulation, dit provisoire ou plutôt définitif, que vous avez mis en œuvre le 2 novembre 2022. Il faut quand même saluer votre volonté d'entreprendre, de vouloir faire bouger les lignes. Or, le bon sens, et c'est ce qu'il vous manque, ne suffit pas toujours à apporter des solutions à des problèmes constatés en matière de circulation. Sur l'avenue Maréchal Joffre, qui est devenue un sens unique de circulation rentrant dans le village, je tiens à souligner que les usagers de la voie publique sont désormais obligés d'emprunter de nouveaux axes de circulation pour rejoindre l'autoroute, comme, pour ne citer que celui-ci, par le Lidl, avenue Joseph Balestrazi, la départementale 97, qui est devenue l'un des axes principaux pour quitter le village. Et comme vous le savez, vous avez été à plusieurs reprises interpellé sur la dangerosité de cet axe à cause des trottoirs inexistants qui permettraient aux enfants descendant à l'arrêt de bus de pouvoir rejoindre leurs habitations des quartiers alentours, comme les Adrets des Défunts, en toute sécurité, ce qui n'est toujours pas le cas. Alors pourquoi y vouloir encore plus de passages ? Monsieur Moutet, c'est comme emprunter le chemin des Charrettes, très étroit, le trafic routier y est devenu constant et en aucun cas adapté à une forte circulation, dépourvu de trottoirs et donc inadapté aux piétons. Je ne parle même pas des PMR, complètement oubliés de votre projet. Vous n'avez réglé aucun souci de sécurité, vous l'avez juste déplacé. Vous en avez fait un point nord de notre commune. D'après mes constatations et celles des riverains, toujours chemin des Charrettes, de nombreux véhicules circulent souvent à une vitesse excessive, voire se livrent à du véritable rallye automobile, au mépris de la sécurité des QRSois qui l'empruntent à pied. C'est vrai qu'il est préférable de se faire écraser à l'abri des regards qu'en toute lumière sur un axe principal. Et ce n'est pas la présence de notre police municipale avec leurs jumelles verbalisantes qui changera cette problématique. J'attire aussi votre attention sur le fait que le stop qui se trouve à l'intersection de l'ancien chemin de Hyères n'est pas souvent respecté. Pour ceux qui ne savent pas où est l'ancien chemin de Hyères, c'est devant la poste. Sans oublier les plaques d'égout et les pluviales qui n'arrêtent pas de claquer sous les roues de ces mêmes véhicules. Les riverains n'en peuvent plus. Mais où est votre priorité concernant nos administrés ? Autre remarque pour éviter aux QRSois ainsi qu'aux usagers de rester coincés dans la circulation ou plutôt bouchon que vous avez créé, pourquoi ne pas réouvrir le double sens à la circulation sur le bas de la place du Général de Gaulle entre la Poissonnerie et le bar du Marigny, ce qui permettrait un appel d'air significatif. Il faut bien constater qu'à cet endroit du quartier, vous avez créé un nœud, un point dur, qui ne fluidifie en rien la circulation, surtout aux heures de pointe. Le problème du stationnement reste le même. Un exemple qui m'est arrivé à moi-même. Quand je passe avenue de la République, je dois choisir, est-ce que je vais prendre, donc je fais plouf-plouf, prendre la première à droite ou la deuxième ? Est-ce que je vais pouvoir me garer en passant devant le restaurant Caprice ou est-ce que je passe sur l'autre route ? Effectivement, si je n'ai pas de place sur la première, je ne peux pas revenir sur la deuxième. Et si je passe sur la deuxième, je ne peux pas revenir sur la première, car je suis obligée de refaire complètement le tour avec un risque que la place qui était libre de l'autre côté soit prise. Enfin, comment se fait-il aussi que vous ayez créé des arrêts minutes en début de l'avenue Maréchal de Lattre de Tassigny contre l'école Jean Jaurès, alors que nous sommes toujours en plan Vigipirate ? Alors, d'un côté de l'école, avenue Jean Moulin, on est en Vigipirate, donc on bloque l'accès du stationnement. Et avenue de Lattre de Tassigny, non. On met des arrêts minutes pour les parents. Expliquez-vous, serait-ce un oubli ? Je n'ose l'imaginer. Des penseurs comme vous, ça m'étonne. Pour terminer, je voulais soulever un dernier point. Dans le vieux village, où maintenant passent des centaines de voitures par jour, rue Benjamin Flotte, rue Nationale et surtout Panisson. Sans oublier les autres, bien sûr. Les habitants de ces rues que je viens de citer sont à bout, excédés, entre klaxons, stationnement gênant, plaques d'égout qui claquent et résonnent jusque dans les maisons. Issue unique, comportement déplacé, invectives et menaces. Car oui, ces riverains m'ont contacté et je les ai écoutés.
Ils ne pourront plus déménager en toute tranquillité puisqu'il faudra que le camion stationne en bas des rues, donc des centaines de mètres à effectuer à pied, les bras chargés. Très compliqué d'accès aux camions de livraison, fuel, la poste, commandes diverses, sans parler des livraisons de bois dont le déchargement se fait au milieu de la rue. Vous avez compliqué la vie de nos administrés. Pour ceux qui se souviendraient de la chanson de Serge Gainsbourg, Le Poinçonneur des Lilas, cet air comme une rengaine m'est revenu en mémoire en empruntant ces rues. Si ce n'est que par esprit moqueur, il est vrai que les petits trous du poinçon du ticket de métro se sont transformés en gros trous. Alors oui, avant toute chose, il serait préférable de mettre les Cuersois et nos enfants en sécurité, d'apporter de l'apaisement, donc de commencer par le commencement. Merci. Merci. Monsieur Lupi, vous avez eu les 10 minutes là, les 20 minutes, c'est bon? On est bon. Bonsoir à tous. On va essayer d'apaiser un peu le débat. Donc, ce conseil municipal de fin d'année est l'occasion pour les élus, dans le cadre des règles de ces séances, de débattre en toute sérénité sur le travail accompli par la municipalité et surtout par notre groupe d'opposition. Il est évident que certains trouveront toujours à redire de toute action sur notre territoire, même si celles-ci ne correspondent pas aux compétences communales, mais c'est difficile de dissocier la politique nationale de l'intérêt de notre petite commune. Pour ce qui nous concerne, nous avons apprécié l'activité importante en 2022 menée par les élus du groupe majoritaire, dans un contexte pas simple comme nous avons pu le constater au décours de cette année. Les axes de travail sur la ville basse température, le renouvellement du réseau éclairage public ainsi que sur la rénovation de l'école Jean Jaurès tracent le fil d'ouvrage conséquent. Cette année, les travaux sur voirie ont été importants, ils vont s'étaler par tranche annuelle, ce qui détermine une prospective intéressante sur l'ensemble du réseau de la commune. En point central, le plan de circulation à l'essai en ce moment, qui a pour but de sécuriser le centre-ville ainsi que de fluidifier. Je rebondirai aussi là-dessus parce que il est vrai que le chemin des Charrettes, j'habite dans cette rue et le stop de la poste n'est pas respecté. Les gens, ils ont oublié, c'est une ligne droite en fait pour eux. J'ai encore été confronté ce midi, c'est assez dangereux, mais ouais, ça c'est pas de votre faute, c'est la faute des usagers. Dans le domaine scolaire, nous voyons aussi les efforts très importants de la commune pour le bien-être de nos enfants, entre autres le temps méridien et le périscolaire, avec la délégation de services publics à l'ODEL. Les moyens mis à disposition des écoles, tels le numérique, la cantine scolaire avec des produits bio, font référence dans notre département. Il ne faut pas oublier aussi les loisirs de notre jeunesse, où là aussi, avec l'ODEL et les services municipaux, des ouvertures importantes ont permis de nombreuses activités. Les seniors, au cours de cette année, ont vu un nombre conséquent d'activités, après-midi récréatif avec bal, concerts, loto, voyages. Là aussi, l'ouverture de la maison des seniors a été fortement appréciée. Le tissu associatif a été accompagné tout au long de l'année avec la mise à disposition de salles, l'aide des services et bien sûr les subventions adaptées à leurs besoins que nous avons tous votés ici en conseil municipal. L'animation de notre ville est aussi une réussite tant les activités ont accompagné tout au long de l'année l'ensemble de la population dans une ambiance festive. Théâtre, cinéma, concerts, soirées bal ont permis les activités ludiques en toute sérénité. La soirée drone a été le point d'orgue de ces activités, une référence régionale. La création de nouveaux marchés, tels le marché paysan, ont donné un potentiel important pour nos agriculteurs. Tout ce que je viens de décrire, sans être exhaustif, sans rentrer dans le détail, montre à quel point la commune, les services et tous les élus se sont mobilisés pour que Cuers retrouve cette dynamique essentielle à son devenir. Les commissions auxquelles nous participons nous permettent de voir les perspectives, tant en investissement qu'en fonctionnement. Notre participation, comme vous aurez pu le constater, est permanente à toutes les commissions et nous avons libre choix de débattre et de faire avancer nos idées. Nous pouvons aussi comprendre, dans le contexte économique actuel, la difficulté qu'il peut y avoir à répondre en immédiat à toutes les problématiques de la commune. Enfin et surtout, je voulais féliciter la police municipale qui, grâce à une parfaite collaboration avec les services de police et de gendarmerie, notre commune a été soulagée de certains individus. J'ai en mémoire 2 belles opérations en mai et en octobre qui a permis de démanteler 2 réseaux anti-stupéfiants sur la commune. Donc voilà, et de mettre la main sur des produits illicites et néfastes. Nous serons toujours attentifs aux projets qui sont menés et nous vous ferons part de nos avis ou de nos remarques en commission. Merci Monsieur le maire de m'avoir donné la parole, de nous avoir donné la parole et merci à tous les élus de nous avoir écoutés. Merci. Je vais faire 2 petites réponses brèves et rapides parce que je crois qu'il me reste encore un petit peu de temps. Concernant le plan de circulation, Madame Ambrogio, c'est un projet partagé. Je veux dire, il y a eu des commissions extra-municipales, il y a eu des participations des Cuersois où il n'y avait même pas les élus, ils ont fait le tour de Cuers, etc. etc. Les 6 possibilités de plan
ont été visualisés par tous les personnes qui étaient dans ces commissions, et il en est ressorti le plan qu'on vous a présenté et le plan qu'on a mis à l'essai pour 6 mois. Bien sûr, il y a une concertation avec les QRSOA, puisque là, on a eu, entre les mails et ce qui a été déposé dans les boîtes aux lettres, 50 avis. Alors, certains avis très bien, certains avis moins bien. Voilà, ça c'est à la semaine dernière, hein, 50 avis et une réunion publique de restitution. Donc vous voyez que le plan de circulation n'est pas figé encore comme vous le dites. Et une réunion publique est prévue fin mars. Il y a eu, de la part des services et de moi-même, je suis allé, il y a une gestion quand même de proximité, puisqu'il y a discussion. Je suis allé 2 fois sur site. On donne des réponses en 48 heures sur tous les avis déposés. La police municipale est à la disposition des usagers et ils travaillent en collaboration. Ils ont fait quand même 10 visites sur site. Et une réunion technique de retour d'expérience après 1 mois de mise en place afin d'opérer aux ajustements. Vous allez voir, la réunion technique a eu lieu hier soir. Il y a des ajustements qui vont être faits pour la sécurisation encore des QRSOA. Donc je ne peux pas vous laisser dire tout et n'importe quoi quand même. Après, je vous laisse faire plouf plouf chez vous le matin pour savoir comment vous allez à Toulon ou à Soliès-Pont. Et si vous n'y arrivez pas, je vous redonnerai un petit plan de circulation. Voilà. Pour répondre à M. Chable, alors on ne va pas mélanger la politique nationale et la politique AQR, si ça ne vous dérange pas, et encore moins avec celle de Fréjus. Parce que si j'ai appelé à voter Macron, c'est qu'il y a des raisons. Voilà. Donc je vous rassure, je ne suis pas macroniste, je suis toujours quelqu'un de droite. Si ça peut vous rassurer. Voilà. Donc le positionnement de QERS par rapport à la région, etc., je peux vous garantir que le positionnement de QERS, on commence à en parler de QERS. Voilà. Après, si ça vous dérange que François de Canson se représente, qui va être réélu, qui sera représident de l'Interco, vous pouvez prendre rendez-vous avec lui, mais si c'est comme la dernière fois au dernier conseil que je vous ai dit de passer me voir, je pense que vous n'êtes pas prêt d'aller le voir à la Londe. Voilà. Concernant la gare 2050, vous avez participé à des ateliers, très bien. Je vous signale que vous ne faites pas partie quand même de la commission extra-municipale, mais c'est avec plaisir qu'on vous a reçu. Le plan de circulation, je vous ai répondu. L'accueil du CCAS, il sera amélioré et c'est pour une bonne gestion des dossiers que nous avons décidé de faire sur rendez-vous. Bien évidemment, les rendez-vous, ils ne se font pas que par Internet. Hein. Ils ont possibilité de téléphoner, de se déplacer à l'hôtel de ville et avoir leur rendez-vous. Concernant, et je vais en finir là, parce qu'après sinon je vais dépasser mon temps de parole, concernant les mineurs non accompagnés. Alors, qu'est-ce que j'avais préparé là-dessus ? Lors du dernier conseil municipal, vous m'avez donc déjà interpellé sur le sujet pour lequel je vous avais communiqué les informations suivantes. Tous les aspects relatifs aux moyens de recours contentieux possibles ont été étudiés selon les informations que nous avions en notre possession et une procédure a été lancée auprès de notre avocat pour nous accompagner dans la gestion de ce dossier complexe et sensible. Je vous rappelle que je ne suis pas là pour polémiquer à chaque fois, mais pour faire avancer la commune et la faire avancer dans le bon sens. Et vous savez très bien que quand je raconte une histoire, c'est toujours une histoire factuelle et ce n'est jamais dans la polémique. Donc je vais donc répéter un petit peu ce que je vous ai dit la dernière fois. Je vous avais proposé de vous recevoir dans mon bureau afin d'évoquer l'état d'avancement de ce dossier dans le respect des règles de la confidentialité. À ce jour, je n'ai reçu aucune demande de votre part. J'en déduis donc que vous n'êtes pas vraiment intéressé sur l'avancée de ce dossier et que vous préférez encore une fois vous servir de la séance publique de ce soir pour faire le buzz et la polémique.
Mais en ma qualité de premier magistrat, je me dois d'informer les Quersoises et les Quersois et de surtout les rassurer. C'est pourquoi ce soir, je tiens à apporter des informations complémentaires à ce dossier. Ainsi, nous avons adressé des courriers aux services préfectoraux et au conseil départemental afin d'obtenir les informations nécessaires à la poursuite de l'instruction de ce dossier. En parallèle, nous avons notifié un procès-verbal d'infraction aux intéressés adressé à la gendarmerie qui aura la charge de les auditionner. Le dossier est dorénavant dans les mains du procureur de la République à qui il appartient de décider des suites à donner de cette affaire. Voilà. Je vous remercie pour avoir respecté les règles de ce débat. Monsieur le maire, Je vais si je peux faire- me permettre, juste 2 petites minutes. Si, C'est moi qui conclus, Madame Ambrocho. Non, mais juste donc je vous concernant le remercie. CCS, les Quersois aimeraient bien savoir si vous pouvez leur répondre. Est-ce que vous comptez justement rectifier, puisque vous dites qu'on est toujours dans la critique, mais en fait, on n'est pas dans la critique, c'est un constat. Beaucoup de personnes, beaucoup de Quersois sont sans Internet à leur domicile et justement vont au CCS pour pouvoir l'utiliser. Or, j'ai moi-même téléphoné, j'ai eu plusieurs personnes et les rendez-vous se prennent que sur Internet et non pas par téléphone. Donc ça reste un problème pour les usagers. Donc est-ce que vous avez prévu de déplacer ces ordinateurs dans un autre lieu ou pas? C'est pour cela que si vous avez suivi le conseil municipal, il y aura des emplois sur la fracture numérique justement. Et en plus, le service de l'accueil va être amélioré. Et ils pourront prendre rendez-vous autrement que par Internet. Je vous remercie, Madame Ambrocho, de votre réflexion. Donc, je vais vous faire un petit communiqué, puisque vous avez été tous sages. Je tiens, avant de clôturer ce conseil, vous communiquer des dates importantes sur les événements du mois de décembre. Donc le 1er décembre, c'est demain soir, ce sont les illuminations, le lancement des illuminations de Noël et le concours de la lettre du Papa Noël, pour ceux qui y croient encore. C'est demain à 18h sur la place de la Convention. Le 2 décembre, toujours le Téléthon, comme chaque année. Je vous conseille d'y aller et de participer parce que c'est quelque chose d'important pour tous ces enfants, petits ou grands. Le 3 décembre, il y a plus de 70 artisans qui viennent sur le marché de Noël. J'espère qu'on ne sera pas obligé de l'annuler suite aux conditions météorologiques. On va attendre quand même le dernier moment. Le 3 et le 4 décembre, il y a aussi la foire au Santon qui sera ici au pôle culturel. Le 5 et 9 décembre, enfin du 5 au 9 décembre, vous avez le bus théâtre. Alors ce sont des représentations tous les soirs, plus des représentations dans la journée, mais qui sont réservées à toutes nos écoles et à tous nos enfants quersois. Voilà, M. Côté-Moine y tenait à le dire. Oui, Madame Ambrocho. Juste une petite question, puisque vous aviez annoncé concernant le marché de Noël qui serait sur 2 jours, donc qui était prévu sur le samedi et le dimanche, et finalement, en fait, il n'est plus que sur un seul jour. Ben écoutez, vous avez encore les mauvaises informations parce qu'il n'a jamais été question qu'il soit sur 2 jours. Alors écoutez, Voilà. les artisans eux-mêmes qui donc sont là pour proposer leurs produits avaient annoncé aussi, comme Ben, vous-même, que ça le tient marché qu'aux était artisans. sur 2 jours. Nous, on a décidé de faire le marché sur une journée. Le 3 décembre, ça a été validé comme Vous cela. aviez annoncé sur un week-end de base. Madame Ambrocho, je sais ce que je dis, je sais ce qu'on leur dit quand même. Merci. Voilà, donc je vous... Une journée, le 3 décembre. Merci. bien dommage. Du 5 au 12 décembre, la distribution du repas de Noël à nos aînés. Le 5 décembre, la cérémonie commémorative en hommage aux morts pour la France pendant la guerre d'Algérie et des combattants du Maroc et de la Tunisie. Le 9 décembre, le spectacle de Noël pour nos seniors. Le 13 décembre, la distribution des douceurs de Noël pour les résidents des maisons de retraite. Le 16 décembre, le repas de Noël pour nos seniors. Voilà. Ce conseil est le dernier de l'année, comme vous pouvez vous en douter. Et en cette période de Noël qui approche à grands pas, je tiens à remercier M. Jean-Jacques Auroux, et vous ferez passer le message
à vos services. Merci pour le travail effectué, enfin le grand travail, parce qu'on effectué toute l'année 2022, qui lâche rien pour 2023. Voilà, merci bien. Et je vous souhaite bien sûr à toutes et à tous de passer de bonnes fêtes de fin d'année en famille, en essayant d'éviter la Covid, la gastro, la grippe. Voilà, faites attention quand même parce que la Covid, ça remonte un petit peu. D'où l'installation de la salle, Monsieur Chable, dans ce protocole-là. Quand on aura un petit peu moins de Covid, on remettra la salle en rectangle. Voilà, là, je pense qu'il faut faire encore un petit peu attention. Voilà. Et bien, écoutez, le conseil municipal est clos, est terminé. Merci pour ces débats très enrichissants. Passez de bonnes fêtes de fin d'année et à l'an qui vient.